Seul, Stéphane Fournier était attablé dans un coin du bistrot du coin, consultant son téléphone pour la 8e fois. 19h03. Elle avait 33 minutes de retard. Son rendez-vous à l'aveugle ne viendrait pas. Il le pressentait. Cette lourdeur familière de l'amertume qui s'installait dans sa poitrine. Il aurait dû le savoir. 5 ans après la perte de sa femme, il n'était peut-être plus destiné à cela. La porte du restaurant s'ouvrit à la volée. 2 fillettes firent irruption, peut-être âgées de 7 ans, vêtues de robes identiques, les cheveux en désordre. Leurs joues étaient sillonnées de larmes et de quelque chose d'autre. Quelque chose qui serra l'estomac de Stéphane. De la boue, des éraflures. L'une d'elles avait du sang sur le col de sa robe. Elles balayèrent la salle du regard, paniquées, désespérées, leurs yeux scrutant les visages jusqu'à se river sur Stéphane. Elles foncèrent droit sur lui. « C'est vous, Stéphane » souffla l'une, le souffle court. Stéphane Fournier. Stéphane se leva d'un bond, le pied de sa chaise crissant sur le carrelage. « Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» La seconde fille s'agrippa à son bras avec ses 2 mains, ses petits doigts s'enfonçant dans sa chair. Sa voix n'était qu'un sanglot étranglé. « Notre maman. Elle devait vous voir ici, mais des hommes sont venus à la maison. Ils sont entrés. » La première jumelle reprit, ses mots se précipitant. « Il hurlait et elle nous a dit de partir en courant, alors on a couru. » Stéphane se mit à leur hauteur, son cœur martelant ses côtes. « Calmez-vous. Où est votre mère maintenant ?» Les 2 filles parlèrent en même temps, leurs voix se mêlant dans un chaos de panique. « Ils ont frappé notre maman. Elle va mourir. » Le brouhaha du bistrot cessa. Tous les regards convergèrent vers eux. Sa formation de kinésithérapeute s'activa avant même que son esprit ait le temps de réagir. « Où est-elle » ? « À la maison » sanglota une des jumelles. « C'est à 3 rues d'ici. » Elle pointa le doigt, sa main tremblante. « Elle est sur le sol. Il y a du sang partout et elle ne bougeait pas. » Stéphane avait déjà son téléphone en main, composant le 112 tout en attrapant les mains des fillettes. « Donnez-moi votre adresse. Votre adresse, vite. » Tandis que la première jumelle égrenait l'adresse d'une voix rauque pour Stéphane et pour l'opérateur, la seconde tira sur sa manche, le visage livide de terreur. « Je vous en prie, » chuchota TL. « Faites vite. On ne sait pas si elle respire encore. » Déjà, Stéphane courait vers la sortie, les mains des enfants fermement tenues, son portable pressé contre son oreille tandis qu'il transmettait des informations qu'il peinait lui-même à assimiler. Derrière lui, une voix l'interpella pour l'addition. Stéphane ne s'arrêta pas. À 3 rues de là, une femme qu'il n'avait jamais vue se mourait. Et ses filles l'avaient trouvé, lui, dans cette ville immense, elles l'avaient trouvé et avaient cru en son aide. Il devait courir plus vite. Les fillettes le guidèrent dans les rues, leurs petites jambes s'agitant frénétiquement pour ne pas le distancer. Stéphane maintenait l'opérateur du Seine 12 en ligne. Il continuait d'avancer. Il forçait son esprit à se concentrer sur l'objectif. Les jumelles sanglotaient en courant, cherchant leur souffle. Mais elles ne ralentissaient pas. « C'est là !» cria l'une d'elles, désignant une maison de campagne à 2 niveaux, entourée d'une clôture blanche. La porte d'entrée bâillait, de guingois sur ses gonds, comme défoncée d'un coup de pied. Le sang de Stéphane se figea. « Restez derrière moi » lança-t-il aux filles en arrivant sur le perron. « N'entrez pas tant que je ne vous dis pas que vous pouvez. »« Mais maman. Je vais la trouver. »« C'est promis. »« Mais vous deux, vous restez là. » Il franchit le seuil, ses yeux s'adaptant à la pénombre. Le salon était un champ de ruines. Des meubles renversés, des corps disloqués de bois et de tissu. Du verre brisé crissant sous ses pieds. Des cadres photos éclatés au sol. Et c'est là qu'il la vit, une femme inerte près du canapé, sa chevelure blonde poisseuse de sang, son visage tuméfié, méconnaissable. Elle portait une robe élégante, ses talons abandonnés non loin. Elle s'était préparée pour le rendez-vous. Stéphane s'agenouilla près d'elle, ses doigts palpant sa carotide, en quête d'un pouls. « Madame, est-ce que vous m'entendez » Silence. Il appuya plus fermement, cherchant. « Allez. Allez. Le voilà. »
Ténue, mais là. Elle vivait. J'ai un pouls. Cria-t-il au téléphone. Victime inconsciente. Traumatisme crânien majeur, blessure faciale, respiration faible. Où en est l'ambulance? Dans 2 minutes, répondit l'opérateur. Restez avec elle. Stabilisez-lui la nuque. Ne la déplacez pas. Stéphane perçut des sirènes au loin. Il se retourna vers l'entrée où les jumelles se tenaient, pétrifiées, se serrant l'une contre l'autre, les yeux exorbités d'effroi. Elle est vivante, affirma Stéphane d'une voix forte pour qu'elles entendent. Votre maman est vivante. Les secours arrivent. Une des filles laissa échapper un sanglot qui mêlait soulagement et terreur. Le SAMU arriva 90 secondes plus tard, suivi de près par 2 voitures de police. Les secouristes se précipitèrent dans la maison. Stéphane s'écarta pour leur laisser le champ libre. Leur geste était précis, efficace, prise des constantes, pose d'une minerve, masque à oxygène. Commotion cérébrale sévère, suspicion de fracture du crâne, lança un secouriste. Multiples contusions, côte fracturée. On l'emmène. Ils la placèrent sur une civière. Les jumelles voulurent suivre, mais un policier les intercepta avec douceur. Les petites, il faut qu'on vous pose quelques questions, dit-il calmement. Non. Hurla l'une d'elles. On doit aller avec maman. Stéphane intervint instinctivement. Monsieur l'agent, elles viennent d'assister à l'agression de leur mère. Elles sont terrifiées. Est-ce qu'elles peuvent m'accompagner à l'hôpital? Vous les interrogerez là-bas. Le policier toisa Stéphane avec méfiance. Et vous êtes qui? Je suis. Stéphane hésita. Qui était-il? Un inconnu? Un rendez-vous raté? Je m'appelle Stéphane Fournier. Leur mère et moi avions rendez-vous ce soir. Les filles m'ont trouvé quand c'est arrivé. Un autre policier, plus âgé et expérimenté, s'approcha. Laissez-les filer à l'hôpital. On verra là-bas. Notre priorité est de geler la scène de crime. Le premier agent acquiesça à regret. Entendu, mais ne quittez pas l'hôpital. On aura besoin de vos dépositions à tous. Stéphane se tourna vers les jumelles. Quels sont vos prénoms? Moi, c'est Manon, dit l'une à voix basse. Et elle, c'est Chloé. D'accord. Manon et Chloé. On va suivre votre maman à l'hôpital, d'accord? Elles approuvèrent de la tête, s'agrippant de nouveau à ses mains. Sa vieille voiture était encore garée près du bistrot, à 3 rues de là. Un policier leur proposa de les emmener. Ils prirent place à l'arrière de la voiture de police, les jumelles encadrant Stéphane. Par le pare-brise, Stéphane regardait l'ambulance s'éloigner, ses gyrophares balayant la nuit, sa sirène déchirant le silence. « Quel est le nom de votre maman » demanda doucement Stéphane durant le trajet. « Sandrine Dubois » chuchota Chloé. « Elle va mourir » Stéphane aurait voulu la rassurer. Lui promettre que tout irait bien. Mais sa profession lui avait appris à ne pas faire de promesses en l'air. Les médecins vont faire absolument tout leur possible, dit-il à la place. Votre mère est une battante et elle respire. C'est le plus important pour le moment. C'était qui, ces hommes? Demanda soudainement Manon, la voix chevrotante. Pourquoi ils l'ont blessée? Je l'ignore, répondit Stéphane. Mais la police va le découvrir. À l'hôpital, ce fut le chaos. Sandrine fut admise au bloc opératoire en urgence. On isola les jumelles dans une petite salle d'attente, où une assistante sociale vint à leur rencontre. Stéphane voulut s'éclipser pour leur donner de l'air, mais elles s'accrochèrent à lui, refusant de le lâcher. « Ne partez pas, s'il vous plaît, » implora Chloé. « S'il vous plaît. » L'assistante sociale, une femme à l'air doux nommée Isabelle, prit Stéphane à part. « Les fillettes ont-elles de la famille que l'on pourrait contacter? » Je ne sais pas. Je les ai rencontrées il y a 20 minutes. Les sourcils d'Isabelle se levèrent. Vous n'êtes pas un proche? Stéphane résuma la situation, le rendez-vous, les filles déboulant dans le restaurant, la découverte de Sandrine. Isabelle l'écouta, son expression passant de l'incompréhension à la sympathie. Eh bien, conclut-elle, en attendant de joindre la famille, vous êtes tout ce qui leur reste.
Acceptez-vous de rester? Stéphane posa son regard sur Manon et Chloé, recroquevillés sur une chaise en plastique, leurs robes souillées et déchirées, leurs visages encore marqués par les larmes et la peur. Elle le fixait comme s'il était leur seul point d'ancrage dans un monde qui venait de basculer. Oui, affirma-t-il. Je reste. Son téléphone vibra. Valérie, sa belle-sœur, pour la 3e fois. Il l'avait complètement zappé. Il s'isola dans le couloir pour répondre. Stéphane, tu es où? Sandrine n'est jamais arrivée au restaurant et tu ne réponds pas. Valérie, écoute. Il est arrivé quelque chose. Quelque chose de terrible. Il lui raconta tout. Un long silence suivit son récit. Oh mon Dieu, souffla-t-elle enfin. Et Sandrine? Au bloc. C'est très grave, Val. Très, très grave. J'arrive. C'est quel hôpital? L'hôpital Saint-Martin. Mais Val, j'ai besoin d'un service avant. Peux-tu prendre Léo chez toi et me l'amener? Je ne sais pas pour combien de temps j'en ai, et ces petites ont besoin que quelqu'un reste avec elles. Évidemment. J'arrive dans une demi-heure. Stéphane retourna dans la salle d'attente. Manon et Chloé n'avaient pas bougé d'un pouce. Isabelle leur avait donné des jus de fruits et des gâteaux, qui restaient sur la table, intacts. Les filles, est-ce que votre maman a de la famille qu'il faudrait appeler? Demanda Stéphane en s'asseyant en face. Des grands-parents, des oncles, des tantes? Papy et mamie vivent en Bretagne, répondit Manon. On les voit pour Noël. Et votre père? Les deux fillettes se figèrent. Les yeux de Chloé s'embuèrent de nouveau. La mâchoire de Manon se contracta, une expression bien trop dure pour une enfant de 7 ans. On ne voit plus notre papa, dit Manon d'un ton sec. Une sensation glaciale envahit Stéphane. Pourquoi? Les jumelles échangèrent un regard. Un message muet passa entre elles. Il nous fait peur, murmura Chloé. Maman a divorcé parce qu'il était méchant. Il criait tout le temps. Il ne nous a jamais touchés, mais il cassait des choses. Maman a dit qu'on n'était plus obligé de le voir après. Les pièces du puzzle commencèrent à s'emboîter dans l'esprit de Stéphane. Chloé, Manon, écoutez-moi bien. Quand ces hommes sont entrés chez vous, est-ce que vous avez vu leur visage? Les deux fillettes acquiescèrent lentement. Est-ce que vous avez reconnu l'un d'eux? Un nouveau silence pesant. Puis la voix de Manon, à peine un souffle. L'un d'eux, c'était notre papa. La porte de la salle s'ouvrit. 2 policiers entrèrent, les mêmes que sur la scène de crime. Le plus âgé, dont le badge indiquait « Sergent Bernard », s'installa avec un calepin. Les filles, je sais que c'est très dur, mais on a besoin que vous nous racontiez tout ce qui s'est passé. Vous en sentez-vous capable? Manon et Chloé cherchèrent le regard de Stéphane. Il leur fit un signe de tête encourageant. N'ayez pas peur. Dites-leur simplement la vérité. Manon prit la parole. Sa voix était mal assurée, mais elle persévéra. Maman se préparait pour son rendez-vous. Elle était de bonne humeur. Elle nous a montré la photo de Monsieur Stéphane que Madame Valérie lui avait envoyée. Elle a dit qu'elle rentrerait à 21h et que Madame Chen, la voisine, passerait nous voir. Chloé enchaîna. On jouait dans notre chambre. Et on a entendu la porte d'entrée faire un grand bruit, comme un coup de pied. Maman a hurlé et on l'a entendu descendre. On a entrouvert la porte de notre chambre pour regarder. Manon continua. Il y avait 3 hommes dans le salon. Des hommes costauds. Maman leur disait de partir, qu'elle allait appeler la police. Comment étaient ces hommes? Demanda le sergent Bernard avec douceur. Il y en avait un très grand avec la tête rasée, dit Chloé. Un autre avait plein de tatouages sur les bras. Et le dernier, c'était. Sa voix se cassa. C'était notre papa. Bernard se pencha. Vous êtes absolument sûr que c'était votre père? Oui, répondirent à l'unisson. Quel est le nom de votre père? Nicolas Leroy, dit Manon. Maman et lui ont divorcé il y a 2 ans. Bernard jeta un coup d'œil à son collègue, qui quitta aussitôt la pièce, son téléphone à l'oreille. Et ensuite, que s'est-il passé? Demanda Bernard. Les mains de Chloé tremblaient.
Notre papa criait sur maman. Il disait qu'elle lui devait de l'argent. Qu'elle lui avait tout pris. Maman répondait qu'elle ne lui devait rien, que le divorce était acté. Qu'il devait s'en aller. Alors l'homme très grand l'a bousculé, reprit Manon d'une voix de plus en plus faible. Elle est tombée sur le canapé. Papa a crié encore plus fort. Il a parlé de sa société qui valait des millions et que cet argent aurait dû être le sien. Les poings de Stéphane se serrèrent. Il se contint, laissant les filles terminer. Maman a voulu attraper son téléphone, continua Chloé, mais l'homme tatoué l'a saisi et c'est là qu'ils ont commencé. Elle fondit en larmes. Manon acheva la phrase à sa place. Ils ont commencé à la frapper, tous les trois. Elle criait, elle essayait de se protéger la tête, mais il la frappait encore et encore, avec les poings et les pieds. On était terrifiés, on ne savait pas quoi faire. Vous avez fait exactement la bonne chose, assura Bernard. Et après? Maman nous a vus en haut de l'escalier, dit Chloé. Elle nous a hurlé de courir jusqu'au restaurant pour trouver Monsieur Stéphane. Alors on a pris l'escalier de service et on est sorti par derrière. On entendait papa crier, mais on ne s'est pas arrêté. On a juste couru. Bernard se tourna vers Stéphane. Et elles vous ont trouvé au bistrot du coin. C'est exact. J'attendais Sandrine. Les filles ont déboulé et m'ont tout raconté. J'ai appelé le 112 sur le champ et on est retourné à la maison. Le jeune policier revint, le visage fermé. Il glissa quelques mots à l'oreille de Bernard, qui opina lentement. Nicolas Leroy est connu de nos services, informa Bernard à voix basse. Des antécédents de violence dans un bar il y a 3 ans. Une ordonnance restrictive émise par Sandrine Dubois il y a 18 mois, mais elle a expiré il y a 6 mois. Il a 2 complices fichés. On a des équipes à leur recherche. Il savait où elle habitait, constata Stéphane. Il savait qu'elle serait seule avec les filles. On épluche ses relevés téléphoniques, on vérifie sa dernière adresse connue. On le trouvera. Un médecin apparut sur le seuil, encore en tenue chirurgicale. Tout le monde se leva. Les jumelles se précipitèrent vers Stéphane, s'agrippant à ses mains. Je suis le docteur Martin, se présenta TL. Son visage affichait cette neutralité professionnelle des médecins porteurs de mauvaises nouvelles. Sandrine Dubois est sortie du bloc. Son état est stabilisé, mais ses blessures sont très graves. Commotion cérébrale sévère, fracture du crâne, 3 côtes cassées, une hémorragie interne que nous avons maîtrisée. Son état est critique. Est-ce qu'elle va se réveiller? Demanda Chloé d'une toute petite voix. Le docteur Martin se mit à sa hauteur. Pour le moment, votre maman est dans ce qu'on appelle un coma artificiel. On la maintient endormie pour permettre à son cerveau de guérir. On ne pourra évaluer l'étendue des séquelles que lorsque l'édème cérébral se sera résorbé. Cela pourrait prendre plusieurs jours. On peut la voir? Demanda Manon. Bientôt. Il faut d'abord l'installer en réanimation. Mais oui, vous pourrez la voir. Après le départ du docteur Martin, Isabelle, l'assistante sociale, revint. J'ai pu joindre les parents de Sandrine en Bretagne. Ils prennent le premier avion, mais ne seront pas là avant demain après-midi. J'ai aussi eu Madame Chen, la voisine. Elle accepte de veiller sur les filles à la maison cette nuit. Non. S'écria Chloé. On veut rester avec maman. Ma puce, on ne peut pas passer la nuit en réanimation, expliqua doucement Isabelle. Il faut que vous rentriez vous reposer. On ne retournera pas dans cette maison. Lança Manon. Et si papa revient? Si ces hommes reviennent? Isabelle semblait à court de solution. Elle se tourna vers Stéphane. Pourrait-elle rester avec moi? Entendit-il sa propre voix proposer. Juste cette nuit, le temps que leurs grands-parents arrivent. Vous n'êtes pas un tuteur agréé. Il faudrait une autorisation spéciale. Alors obtenez-la. Ces enfants ont vu leur mère se faire massacrer. Elles sont traumatisées. Elles ne remettront pas les pieds dans cette maison ce soir, et elles n'iront pas chez une voisine qu'elles connaissent à peine. Elles iront là où elles se sentent en sécurité. Isabelle regarda les jumelles. C'est ce que vous voulez? Rester chez Monsieur Stéphane? Les 2 fillettes acquiescèrent avec vigueur. Très bien, soupira Isabelle.
Je vais voir ce que je peux faire, mais c'est une procédure exceptionnelle. Valérie arriva 20 minutes plus tard, accompagnée de Léo. Le fils de Stéphane, 5 ans, avisa les jumelles en larmes et fouilla aussitôt dans son sac. Il en sortit sa petite voiture fétiche, la bleue à bande blanche qu'il ne quittait jamais. Il s'approcha de Chloé et la lui tendit. « Tiens, prends-la pour cette nuit. Ça m'aide quand j'ai peur. » Chloé accepta la voiture, les mains tremblantes. « Merci, » souffla-t-elle. Léo hocha la tête gravement. Il se dirigea ensuite vers Manon, retira sa veste, celle avec l'écusson de super-héros que sa mère lui avait cousu, et la lui tendit. « Tu as froid. Tu peux la mettre. » Manon enfila la veste, bien qu'elle fût trop petite, et la serra contre elle. Valérie avait les yeux rougis. Elle avait pleuré en voiture. Elle étreignit Stéphane. « Comment va Sandrine ? » État critique. On ne sait pas si elle s'en sortira. Et les filles ? Stéphane regarda Manon et Chloé, assises par terre avec Léo. Les 3 enfants chuchotaient entre eux. Elles s'accrochent. 1 heure plus tard, une infirmière les autorisa à voir Sandrine 5 minutes. Le service de réanimation était un univers froid, stérile, rempli du bip des machines et de lumières agressives. Sandrine gisait au milieu des moniteurs et des perfusions. Son visage était si enflé que Stéphane peina à la reconnaître des photos que Valérie lui avait montrées. Ses 2 yeux étaient tuméfiés et clos. Des bandages recouvraient une partie de son crâne opéré. Manon et Chloé s'avancèrent vers le lit, main dans la main. « Maman » murmura Chloé. « Tu nous entends ?» Sandrine ne bougea pas. Seul le sifflement mécanique du respirateur rythmait le silence. « On va bien, maman » dit Manon, la voix brisée. « Monsieur Stéphane prend soin de nous. Léo nous a donné ses jouets, et on va dormir chez eux ce soir. Mais il faut que tu te réveilles, tu entends ? Il faut que tu te réveilles, on a besoin de toi. » Chloé effleura la main de sa mère, comme si elle craignait de la blesser. « Je t'aime, maman. S'il te plaît, réveille-toi. » Stéphane sentit sa gorge se serrer. Il avait vu d'innombrables blessures, mais voir ses 2 petites filles tenter de ranimer leur mère par la parole était la chose la plus déchirante qu'il ait jamais vue. L'infirmière leur signifia la fin de la visite. Manon et Chloé ne voulaient pas partir. Stéphane les raccompagna doucement. « On reviendra demain, c'est promis. » Ils quittèrent l'hôpital peu après minuit. Le petit appartement de Stéphane était un modeste 2 pièces où il s'était installé après le décès de sa femme, incapable de rester dans la maison où ils avaient rêvé d'élever Léo. Valérie avait proposé d'héberger les filles, mais elles avaient catégoriquement refusé. Elles voulaient rester avec Stéphane. L'appartement était en pagaille. Il n'attendait personne. Vaisselle dans l'évier, jouets de Léo partout, une pile de linge sur le canapé. Il en fut soudainement honteux. Mais les jumelles n'y prêtèrent aucune attention. « Les filles, vous pouvez prendre ma chambre, » dit Stéphane. « Je dormirai sur le canapé. »« Et Léo, il dort où ?» demanda Manon. « J'ai ma propre chambre, » claironna Léo. « Vous voulez la voir ?» Les jumelles le suivirent dans sa petite chambre, tapissée de ses dessins et de posters de dinosaures. Il leur montra son lit, ses livres, son coffre à jouets. « Vous pouvez dormir avec moi si vous voulez. Mon lit est assez grand. » Manon et Chloé se tournèrent vers Stéphane. « On peut, si ça ne dérange pas Léo ?» ?»« Ça ne me dérange pas, » affirma Léo. « Quand maman était là, je dormais avec elle quand je faisais des cauchemars. Elle disait que dormir avec des gens qu'on aime, ça chasse les mauvais rêves. » La poitrine de Stéphane se contracta. Léo évoquait rarement sa mère. L'entendre en parler si naturellement était à la fois beau et poignant. Valérie était passée chez les filles, sous escorte policière, pour récupérer quelques affaires. La maison était sous scellé, mais on l'avait autorisée à prendre le nécessaire. Manon et Chloé enfilèrent des pyjamas tandis que Stéphane arrangeait le lit de Léo avec des couvertures et des oreillers supplémentaires. Les 3 enfants se glissèrent sous la couette, Léo au centre, encadré par les 2 sœurs. Stéphane s'assit au bord du lit. « Monsieur Stéphane, » dit Chloé timidement. « Pourquoi vous nous aidez ? Vous ne nous connaissez même pas. » Stéphane réfléchit. « Vous savez ce que je fais dans la vie ? Je suis kinésithérapeute.
J'aide les gens blessés à se servir de nouveau de leur corps. Ils viennent me voir après des accidents, des opérations. Et vous savez ce que j'ai compris? Les 3 enfants le regardaient, suspendus à ses lèvres. J'ai compris que le plus dur, quand on est blessé, ce n'est pas la douleur physique. C'est de se sentir seul. De croire que personne ne se soucie de votre guérison. Alors, quand quelqu'un arrive et dit « Je suis là », on va traverser ça ensemble. C'est là que tout commence. Il regarda Manon et Chloé. Votre mère avait besoin d'aide ce soir. Vous aviez besoin d'aide. Je ne prétends pas comprendre pourquoi c'est arrivé, ni ce qui va se passer maintenant. Mais je suis là, et je ne partirai pas tant que je ne vous saurai pas en sécurité. Les yeux de Manon s'embuèrent. Notre papa disait que demander de l'aide, c'est pour les faibles. Votre papa avait tort, affirma Stéphane. Demander de l'aide, c'est une des choses les plus courageuses qui soient. Il resta jusqu'à ce que les 3 enfants, terrassés par la fatigue et l'émotion, s'endorment. Il sortit alors de la chambre sur la pointe des pieds et s'affala sur le canapé. Valérie était restée, préparant du café et rangeant discrètement. Elle s'assit près de lui et lui tendit une tasse. « Tu tiens le coup » demanda-t-elle. Stéphane eut un rire sans joie. « J'avais un rendez-vous à l'aveugle ce soir. Comment j'ai pu me retrouver là-dedans ? Tu t'es retrouvé là-dedans parce que tu es quelqu'un de bien. Parce que quand ces petites ont eu besoin d'aide, tu n'as pas réfléchi. Sarah serait si fière de toi. Sarah, sa femme, décédée en donnant la vie à Léo. Il avait refoulé sa mémoire toute la soirée, mais à présent, les souvenirs le submergeaient. L'hôpital, les complications, le choix impossible entre sauver la mère ou l'enfant. Les derniers mots de Sarah, « Sauve notre fils. » Promets-le-moi. Il avait tenu sa promesse. Mais sa perte avait laissé en lui une faille qui ne s'était jamais refermée. « Je suis complètement dépassé, Val, avoua-t-il. Ces filles sont traumatisées. Leur mère est entre la vie et la mort, et moi, je suis juste le type qu'elle a planté pour un rencard. Tu n'es pas juste un type. Tu es celui qui était là au bon moment. » Valérie lui pressa la main. « Essaie de dormir. La journée de demain sera longue. » Elle partit vers 2 heures du matin. Stéphane resta sur le canapé, le regard perdu dans le vide, à l'écoute des faibles bruits de l'appartement. Quelque part dans le noir, 3 enfants dormaient. L'un avait perdu sa mère il y a 5 ans. Les 2 autres risquaient de perdre la leur cette nuit. Son téléphone vibra. Un SMS du sergent Bernard. L'appartement de Nicolas Leroy est vide. Des voisins l'ont vu charger un camion cet après-midi avec 2 autres hommes. Mandat d'arrêt émis. On le retrouvera. Stéphane ferma les yeux. Demain, il devrait annoncer à Manon et Chloé que leur père était un fugitif, qu'il avait peut-être prémédité son geste. Mais pour l'heure, il devait dormir. Il fut réveillé 6 heures plus tard par des sanglots étouffés. Il se redressa d'un coup. Chloé se tenait dans l'encadrement de la porte, en pyjama, le visage inondé de larmes. « Cauchemar » demanda doucement Stéphane. Elle hocha la tête. « Viens. » Chloé se blottit contre lui sur le canapé. Stéphane l'enveloppa dans une couverture. « Tu veux m'en parler ? » J'ai rêvé de maman, chuchota Chloé. J'ai rêvé qu'elle mourait et qu'on devait aller vivre avec papa, et qu'il nous faisait du mal à nous aussi. Ça n'arrivera pas. Je te le promets. Comment tu peux le savoir ? Stéphane n'avait pas de réponse. Il ne pouvait garantir la survie de Sandrine. Ni l'arrestation de Nicolas. Il ne pouvait rien garantir. Je le sais parce que des gens tiennent à vous. Vos grands-parents arrivent aujourd'hui. La police cherche votre père. Les médecins font tout pour votre mère. Et puis il y a nous, moi, Léo, et ma belle-sœur Valérie. On est tous là. Tu n'es pas seule, Chloé. Quoi qu'il arrive, tu n'es pas seule. Chloé s'appuya contre lui. Léo est gentil. Il a partagé son lit sans rien dire, même quand Manon l'a bousculé dans son sommeil. Stéphane sourit. C'est un bon gamin. Il sait ce que c'est que d'avoir peur. À cause de sa maman qui est morte ? Oui. Est-ce qu'elle te manque tout le temps ? Est-ce que la peine finit par partir ?
Stéphane choisit ses mots. Elle se transforme. Au début, la peine est si immense qu'elle prend toute la place. Puis, petit à petit, elle rétrécit. Elle ne disparaît jamais, mais elle laisse de la place à d'autres choses. De belles choses, comme voir Léo apprendre à faire du vélo, ou l'entendre éclater de rire. La peine est toujours là, mais la joie aussi. Les deux cohabitent. Je ne veux pas que maman meure, dit Chloé d'une voix brisée. Je sais, ma belle. Je sais. Ils restèrent ainsi dans le silence jusqu'à ce que Chloé se rendorme contre l'épaule de Stéphane. Il ne bougea pas, pour ne pas la réveiller. Quand Léo et Manon arrivèrent 1 heure plus tard, ils les trouvèrent ainsi. « Chloé va bien ?» demanda Manon à voix basse. Elle a fait un mauvais rêve. Ça va mieux. Manon s'installa de l'autre côté de Stéphane. Léo se glissa à côté de Chloé. Ils restèrent tous les quatre ainsi, tandis que le jour se levait, étrange petite famille née d'une tragédie. Le téléphone de Stéphane sonna vers 8 heures. L'hôpital. Son cœur rata un battement. M. Fournier, docteur Martin à l'appareil. L'état de Sandrine est stationnaire, mais de nouveaux examens ont été faits. Je voulais vous briefer avant l'arrivée de ses parents. C'est grave ? La fracture crânienne se consolide. L'hémorragie est stoppée, mais l'édème cérébral reste préoccupant. Nous ne pourrons évaluer les dommages neurologiques qu'à son réveil. Et pour l'instant, nous ignorons quand cela se produira. Dans quelques jours, quelques semaines. Si elle se réveille. Une pause. Nous l'espérons. Mais soyons clairs, M. Fournier. Plus le coma se prolonge, plus le pronostic s'assombrit. Stéphane la remercia et raccrocha. 3 pères d'yeux anxieux le fixaient. Maman va bien, dit-il, incapable de leur dire autre chose. Les médecins disent qu'elle est stable. C'est une bonne nouvelle. Valérie arriva avec le petit déjeuner et des vêtements de rechange. Les jumelles enfilèrent des jeans et des pulls récupérés chez elles. Elles semblaient frêles et perdues, même dans leurs propres habits. Les parents de Sandrine, Jean et Monique Dubois, arrivèrent à l'hôpital en fin de matinée. La soixantaine, visiblement anéantie, épuisée par le voyage et l'angoisse. En voyant Manon et Chloé, ils fondirent en larmes, les serrant dans leurs bras. « On est tellement désolés, » répétait Monique. « Tellement désolés de ne pas avoir été là. » Jean se tourna vers Stéphane, perplexe. « Vous êtes Stéphane Fournier ? Celui du rendez-vous ? » « Oui, monsieur. Valérie nous a tout raconté. Ce que vous avez fait, comment vous avez trouvé Sandrine, comment vous vous êtes occupé des petites. » Sa voix se brisa. « On ne pourra jamais vous remercier assez. N'importe qui aurait fait la même chose. » « Non, » rétorqua Jean. « Pas n'importe qui. Vous n'aviez aucune obligation de rester, d'aider. Mais vous l'avez fait. Et ça compte. » Ils allèrent voir Sandrine ensemble. Elle était la même que la veille, inerte, branchée aux machines, le visage toujours enflé et meurtri. Monique éclata en sanglots. Jean la soutint. Manon et Chloé se placèrent de chaque côté du lit, tenant chacune une main de leur mère. « Papy et mamie sont là, maman, » dit Manon. « On leur a dit que tu allais bientôt te réveiller. Il faut que tu te réveilles. » Le respirateur de Sandrine maintenait son rythme mécanique. Les moniteurs bipaient, mais elle restait immobile. Les 3 jours suivants, une routine s'installa. Jean et Monique prirent une chambre d'hôtel près de l'hôpital. Stéphane reprit le travail, mais à mi-temps seulement. Il n'arrivait pas à se concentrer, son esprit revenant sans cesse à l'hôpital, à Manon et Chloé, à Sandrine. Les filles passaient leur journée avec leurs grands-parents, mais insistaient pour passer les soirées chez Stéphane. Elles s'étaient attachées à Léo, et lui à elle. Les 3 enfants jouaient, regardaient des films, faisaient leurs devoirs ensemble. Au cœur du drame, ils avaient trouvé un réconfort mutuel. Le 4e jour, le sergent Bernard appela. On a localisé Nicolas Leroy. Il tentait de passer la frontière belge. Lui et ses 2 complices sont en garde à vue. Ils sont inculpés de tentative d'homicide, coups et blessures, violation de domicile et d'ordonnances restrictives. Un immense soulagement submergea Stéphane. Et maintenant ?
Il sera présenté à un juge demain. Vu la gravité des faits et le risque de fuite, la détention provisoire est quasi certaine. Il ne sortira pas, M. Fournier. Il risque très gros. Stéphane l'annonça aux jumelles le soir même. Leurs réactions furent complexes. Un mélange de soulagement, de peur et d'une étrange tristesse. Je sais que c'est votre père, dit doucement Stéphane. C'est normal d'être partagé. Mais ce qu'il a fait est impardonnable, et il doit en payer le prix. Il n'a pas toujours été méchant, murmura Chloé. Quand j'étais petite, avant qu'il se mette à crier, il nous lisait des histoires. Je sais, dit Stéphane. Les gens sont compliqués. On peut faire de bonnes choses et de très mauvaises. Mais quand on fait du mal à quelqu'un comme votre père a fait du mal à votre mère, on doit en répondre devant la justice. Ça ne vous empêche pas de garder les bons souvenirs, mais ça n'excuse pas les mauvais. Le 5e jour, l'état de Sandrine évolua. Ni en mieux, ni en moins bien. Juste différemment. Le docteur Martin parla de « conscience minimale ». Ses paupières frémissaient parfois. Ses doigts se contractaient. Mais elle n'était pas réveillée. Pas encore. Est-ce un bon signe? Demanda Monique. C'est un pas dans la bonne direction, répondit prudemment le docteur Martin. Son cerveau montre plus d'activité, mais il est impossible de prédire si elle se réveillera complètement, et quand. Manon et Chloé lui rendaient visite 2 fois par jour. Elle lui parlait, lui lisait des livres, lui racontait leur journée. Léo les accompagnait parfois, s'asseyant en silence pendant que les jumelles parlaient à leur mère. Le 7e jour, Valérie prit Stéphane à part. Tu sais qu'il va falloir parler à la famille de Sandrine, de la suite des événements? De toi et des filles. Comment ça? Tu es devenu leur pilier. Elles te font confiance, se sentent en sécurité. Mais ce ne sont pas tes enfants. À un moment, il faudra que tu prennes tes distances. Stéphane savait qu'elle avait raison, mais cette idée lui était insupportable. Les abandonner, maintenant? Ce soir-là, Jean invita Stéphane à prendre un café à la cafétéria. 2 hommes épuisés, que le destin avait réunis une semaine plus tôt. Monique et moi avons discuté, commença Jean. Il faut qu'on parle de l'avenir des filles. On va rester tant que Sandrine sera hospitalisée, mais on devra bien finir par rentrer. On a nos travails, nos obligations. On ne peut pas s'installer ici. Je comprends. Le problème, c'est que les filles refusent de retourner dans la maison de Sandrine. Pas après ce qui s'est passé. Et elles nous demandent de rester avec toi et Léo. Jean semblait gêné. Je sais que c'est beaucoup demandé. Vous avez déjà tant fait. Mais elles se sentent en sécurité avec vous. Elles ont créé un lien avec votre fils, et honnêtement, je crois que ça les aide à tenir. Ce que je vous demande, c'est... Accepteriez-vous de les garder encore un peu, jusqu'à ce que Sandrine se réveille et qu'on trouve une solution durable? On participerait aux frais, bien sûr. On viendrait tous les week-ends. Mais les filles ont besoin de stabilité, et c'est vous qui la leur apportez. Elles peuvent rester, dit Stéphane, aussi longtemps qu'il le faudra. Les yeux de Jean s'embuèrent. Merci. Mon Dieu, merci. Le 9e jour, Stéphane était au travail quand Valérie appela. Viens à l'hôpital. Tout de suite. Son cœur s'arrêta. Sandrine? Elle se réveille. Il pense qu'elle est en train de se réveiller. Stéphane brûla tous les feux pour arriver. Il fit irruption dans la salle d'attente de la réanimation, où Valérie, Jean, Monique et les jumelles l'attendaient. Le docteur Martin était là. Elle a ouvert les yeux il y a 20 minutes, expliqua-t-elle. Elle n'est pas encore pleinement consciente, mais elle réagit aux stimuli. C'est un excellent signe. On laissa les jumelles entrer les premières, suivies par Stéphane et les grands-parents. Sandrine était dans son lit, les yeux mi-clos, le regard vide. Le respirateur avait été enlevé. Elle respirait seule. « Maman, dit Manon, la voix tremblante. Maman, tu nous entends? » Les yeux de Sandrine se tournèrent vers elle. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. « N'essayez pas de parler, conseilla le docteur Martin. Vous avez subi un choc terrible. Prenez votre temps. Chloé serra la main de sa mère.
On est là, maman. On est tous là. Tu ne risques plus rien. Les doigts de Sandrine frémirent, tentant de répondre à la pression. Des larmes coulèrent de ses yeux. Au fil des heures, Sandrine émergea. Son regard se fit plus net. Elle commença à émettre des sons. Le soir, elle articulait quelques mots. Le lendemain matin, elle formulait des phrases courtes. Stéphane lui rendit visite avec les jumelles l'après-midi. C'était leur première véritable rencontre, en conscience. Elle le regarda de ses yeux encore gonflés, le visage toujours marqué. « Stéphane » murmura-t-elle. « Oui, bonjour. Vous m'avez sauvé la vie. Ce sont vos filles qui vous ont sauvé. Les héroïnes, ce sont elles. » Le regard de Sandrine se posa sur Manon et Chloé. « Mes trésors. Mes courageuses petites filles. » Les jumelles se hissèrent sur le lit, se levant contre leur mère. Sandrine les enlaça, malgré la douleur. « Je suis si désolée, » murmura Sandrine. « Si désolée que vous ayez dû assister à ça. »« Ce n'est pas de ta faute, maman, » répliqua Manon avec force. « C'est papa qui devrait être désolé. »« Il est en prison, » ajouta Chloé. « Il ne nous fera plus de mal. » Sandrine regarda Stéphane par-dessus les têtes de ses filles. « Valérie m'a tout dit. Que vous vous êtes occupé d'elles. Que vous les avez accueillies avec Léo. Ce sont des filles formidables. J'ai raté notre rencard, dit Sandrine. Et, chose incroyable, elle esquissa un sourire. Quelle première impression. Stéphane lui rendit son sourire. J'ai connu pire. Cela lui arracha un petit rire, qui se mua en grimace. Aïe, ne me faites pas rire. Mes côtes. Pardon. La semaine suivante, Sandrine fit des progrès fulgurants. Elle quitta la réanimation pour une chambre normale. Les kinésithérapeutes commencèrent sa rééducation. Le chemin serait long, des os à ressouder, des séquelles neurologiques à évaluer, un traumatisme à surmonter. Mais elle était vivante. Éveillée. Combative. Les jumelles partageaient leur temps entre l'hôpital et l'appartement de Stéphane. Sandrine tenait à ce qu'elles aillent à l'école, qu'elles jouent avec Léo, qu'elles gardent une vie aussi normale que possible. Elle ne voulait pas qu'elle s'enferme dans une chambre d'hôpital. Stéphane passait voir Sandrine tous les soirs, souvent avec Léo et les jumelles. Ils s'entassaient dans la chambre, les enfants racontant leur journée à Sandrine, qui buvait leurs paroles comme si elle voulait en mémoriser chaque seconde. Un soir, alors que les enfants s'étaient endormis devant un dessin animé, Sandrine et Stéphane discutèrent. « Il faut que je te parle, » dit Sandrine, de Nicolas. « De pourquoi il a fait ça. Tu n'es pas obligé. » « Si. Tu as le droit de savoir. » Elle inspira profondément. « Quand on s'est mariés, il y a 11 ans, j'étais assistante dans une start-up. Nicolas cherchait du travail. Il se disait entrepreneur, plein d'idées géniales qui n'aboutissaient jamais. C'est moi qui faisais bouillir la marmite. Puis les jumelles sont nées, j'ai pris un congé maternité. Nicolas devait prendre le relais. Au lieu de ça, il s'est mis à boire, à être agressif. Les cris ont commencé. Stéphane écoutait en silence. 5 ans plus tard, j'ai monté ma propre boîte de conseil. Seul, depuis la maison. Nicolas détestait ça. Il disait que je ferais mieux de m'occuper des filles plutôt que de jouer à la femme d'affaires. Mais ma boîte a décollé. En 2 ans, j'avais 15 salariés et de gros clients. Nicolas est devenu de plus en plus odieux. Plus d'alcool, plus de colère. Il ne nous a jamais levé la main dessus, mais la violence psychologique était quotidienne. Pourquoi es-tu resté? La peur, surtout. La peur d'être mère célibataire. La peur qu'il se batte pour la garde, juste pour me nuire. La peur de ne pas y arriver seule. Sandrine ferma les yeux. Et puis il y a 3 ans, il a balancé une chaise pendant une dispute. Elle m'a frôlé, mais elle a fait un trou dans le mur. Les filles ont tout vu. Le soir même, j'ai demandé le divorce et une ordonnance d'éloignement. La procédure a duré 1 an. Et après? Mon entreprise a explosé. J'ai signé 3 énormes contrats juste après le divorce. En 1 an, ma boîte valait 10 millions d'euros.
Nicolas l'a appris et a commencé à me harceler, à prétendre qu'il avait droit à la moitié, parce qu'on était mariés quand je l'ai créé. Mais légalement, il n'avait droit à rien. Le jugement était clair. Alors il a décidé de se servir lui-même, conclut Stéphane. Je crois qu'il voulait juste me faire peur, me forcer à lui donner de l'argent. Je ne crois pas qu'il voulait. Sa voix s'éteignit. La police a dit que si les filles n'avaient pas fui. Si tu n'étais pas arrivé si vite. L'hémorragie interne m'aurait été fatale. Mais tu es là. Tu es vivante, et Nicolas va passer le reste de ses jours en prison. Mon avocat pense qu'il prendra 25 à 30 ans. Ses complices ont tout avoué en échange d'une remise de peine. C'est fini. C'est vraiment fini. Stéphane lui prit la main. Le geste était naturel. Comment tu te sens? Vraiment? Terrifiée, reconnaissante, perdue. Elle le regarda. On devait dîner. À la place, tu t'es retrouvé au milieu de mon pire cauchemar, et tu es resté. Pourquoi es-tu resté, Stéphane? Stéphane réfléchit. Il y a 5 ans, ma femme est morte en accouchant de Léo. J'étais dans une chambre d'hôpital comme celle-ci, et j'ai dû choisir entre la sauver elle, ou sauver notre fils. Elle a choisi pour moi. Elle m'a dit de sauver Léo, et elle est partie. Pendant des mois, j'ai regretté que personne n'ait été là pour m'aider. Quelqu'un qui aurait compris ce que c'est de voir son monde voler en éclats. Il serra doucement la main de Sandrine. Quand tes filles m'ont trouvé, quand je les ai vues si effrayées, j'ai pensé à Léo. À ce qui lui arriverait si je n'étais plus là. À la terreur d'être seul. Je ne pouvais pas laisser Manon et Chloé vivre ça. Je ne pouvais pas les laisser croire que personne ne se souciait d'elles. Les yeux de Sandrine s'emplirent de larmes. Vous êtes un homme bien, Stéphane Fournier. Je suis juste un homme qui a été là. Parfois, c'est tout ce qui compte. 2 semaines après son réveil, Sandrine quitta l'hôpital. Impossible de retourner chez elle. Pas maintenant. Peut-être jamais. Les souvenirs étaient trop vifs, et la maison était toujours sous scellé. Jean et Monique lui proposèrent de venir en Bretagne, mais Sandrine refusa. Mon travail est ici. L'école des filles est ici. Notre vie est ici. Je ne laisserai pas Nicolas nous chasser. Elle loua un appartement sécurisé, petit et fonctionnel. Les jumelles l'aidèrent à s'installer, mais passaient encore leur soirée chez Stéphane. Elles rentraient chez leur mère pour dormir, et Stéphane les ramenait. Une routine étrange, improvisée, s'installa. La rééducation de Sandrine avançait bien. Elle recommença à travailler à distance, reprenant doucement les rênes de sa société. Les jumelles voyaient un psychologue 2 fois par semaine. Léo commença à s'interroger sur la présence constante de Manon et Chloé. « C'est mes sœurs, maintenant » demanda-t-il un soir. « Non, bonhomme. Ce sont tes amies. Tes très bonnes amies. Mais elles sont toujours là, comme des sœurs. » Stéphane n'avait pas de réponse. Un soir, 6 semaines après l'agression, Sandrine invita Stéphane et Léo à dîner. Elle avait tenté des spaghettis. Ils étaient un peu trop cuits, mais personne ne s'en plaignit. Après le repas, les enfants s'installèrent devant un film. Sandrine et Stéphane firent la vaisselle. J'ai réfléchi, dit Sandrine, à l'avenir. Les jumelles ont besoin de repères. De savoir à quoi leur vie va ressembler. Et pour l'instant, une grande partie de leur vie, c'est toi et Léo. Ma porte leur sera toujours ouverte. Tu le sais. Je sais. Mais Stéphane, ça fait 6 semaines. Tu as 3 enfants dans ton petit appartement depuis 6 semaines. Tu les emmènes à l'école, à leur rendez-vous, tu gères avec moi, en plus de ton travail. Ce n'est pas viable. Ça ne me dérange pas. Je sais. Et c'est bien ça le problème. Sandrine se tourna vers lui. Tu es tellement occupé à t'occuper des autres que tu t'oublies. C'est quand la dernière fois que tu as dormi une nuit complète? Que tu as fait quelque chose pour toi? Stéphane ne s'en souvenait pas. Voilà ma proposition, dit Sandrine. Établissons un vrai planning de garde. Pas juste du dépannage. Un vrai plan. Les filles chez toi 2 soirs par semaine, le reste avec moi. On coordonne nos emplois du temps, on partage les tâches.
On devient des coparents. Coparents, répéta Stéphane. Elles t'adorent, Stéphane. Elles te font confiance. Léo les adore. Ils sont devenus une fratrie. Arrêtons de faire comme si c'était provisoire, et organisons-nous pour le long terme. Sandrine, je ne peux pas te demander ça. Tu ne me demandes rien. Je te le propose. On te le propose. Soyons réalistes. Stéphane regarda vers le salon. 3 enfants, Léo entre les jumelles, riant devant l'écran. Il ressemblait à une fratrie. À une famille. D'accord, dit Stéphane. Organisons-nous. Assis à la petite table de la cuisine, ils élaborèrent un plan. Les mardis et jeudis chez Stéphane. Un week-end sur 2. Partage des trajets scolaires. Discussion pour les vacances. C'était un arrangement pragmatique, presque professionnel. Mais c'était plus que ça. Le plus fou, dit Sandrine en consultant le calendrier, c'est qu'on n'a toujours pas eu notre rendez-vous. Stéphane leva les yeux. Pardon ? Notre rendez-vous. Celui que mon ex-mari a interrompu en essayant de me tuer. On n'a jamais eu de vrai premier rendez-vous. Stéphane rit. Je crois qu'on a grillé quelques étapes, oui. Quelques-unes, c'est peu dire. Sandrine sourit. Ça te dirait, un jour, d'avoir un vrai rendez-vous ? Sans agression, sans enfant ? Stéphane sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. Oui, ça me plairait. Tant mieux. Parce que je te dois un dîner dans un bon restaurant. Un où j'arrive à l'heure. 3 mois après l'agression, le procès de Nicolas Leroy s'ouvrit. Il dura 2 semaines. Les preuves étaient accablantes, rapports d'expertise, témoignages, dépositions filmées des jumelles, vidéos de surveillance d'un voisin. Stéphane accompagna Sandrine chaque jour. Les jumelles furent épargnées, leurs témoignages enregistrés suffisants. Nicolas ne montra aucun remords, accusant Sandrine de l'avoir provoqué, de l'avoir ruiné. Sa défense était pitoyable. Le jury délibéra 3 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. La sentence fut prononcée 2 semaines plus tard, 28 ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté. Il serait libérable à 70 ans. Ses complices prirent 15 ans. Quand on emmena Nicolas, Sandrine murmura « C'est fini. C'est vraiment fini. » Stéphane lui prit la main. Oui. C'est fini. 4 mois après l'agression, un samedi soir de septembre, Stéphane vint chercher Sandrine pour leur premier vrai rendez-vous. Sans enfant, sans hôpital, sans police. Juste un dîner. Sandrine portait une robe bleue et semblait tendue. Stéphane portait la même chemise que le soir de leur rendez-vous manqué. Elle le remarqua. « Tu as gardé cette chemise. Elle devait me porter chance. Malgré tout, elle t'a mise sur ma route. » Ils retournèrent au bistrot du coin. À la même table où Stéphane avait attendu, où les filles l'avaient trouvé. « C'est irréel, » dit Sandrine. « D'être ici. Enfin. Mieux vaut tard que jamais. » Ils commandèrent du vin et des plats traditionnels français. Ils parlèrent de tout. De leur enfance, de leurs rêves, de leurs peurs. De Sarah, la femme de Stéphane. Sandrine écouta, sans jalousie, avec une sincère empathie. Du traumatisme de l'agression. Stéphane écouta, sans chercher à minimiser ou à consoler. J'ai peur, avoua Sandrine au dessert. J'ai peur que notre relation soit née de la crise. Que quand tout redeviendra normal, on se rende compte qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. La vie sera toujours faite de crises, répondit Stéphane. Différentes, plus petites, mais toujours. La question n'est pas de savoir si on fonctionne dans un monde parfait. La question est de savoir si on fonctionne dans le monde réel. Et c'est le cas ? Stéphane songea aux 4 derniers mois. Aux veillées à l'hôpital, aux conversations nocturnes, à la garde partagée, aux liens entre les enfants, à la façon dont Sandrine le faisait rire. À son regard, qui lui donnait l'impression d'être quelqu'un de bien. Oui, dit-il. Je crois bien que oui. Sandrine sourit. Moi aussi. Ils se tinrent la main. Autour d'eux, le restaurant vivait sa vie. Mais dans leur bulle, ils étaient seuls au monde.
Le plus beau dans tout ça, dit Sandrine. C'est quoi? Quand les filles seront grandes et qu'elles nous demanderont comment on s'est rencontrés. On leur racontera la vérité. Que leur courage m'a sauvé la vie, et qu'elles t'ont trouvé quand j'avais besoin de toi. Que les héroïnes de notre histoire, ce sont elles. Elles seront sûrement mortes de honte, dit Stéphane. Les ados détestent que leurs parents les traitent en héros. Leurs parents, répéta doucement Sandrine. Stéphane réalisa son lapsus. Il ne le corrigea pas. Ça te va? Si on voit les choses comme ça? Plus que ça me va. 6 mois après l'agression, Sandrine vendit la maison. Impossible d'y retourner. Impossible de laisser ses filles grandir dans ce lieu de violence. Elle acheta une nouvelle maison, plus grande, à un quart d'heure de chez Stéphane. 4 chambres, annonça TL fièrement. Une pour moi, une pour chaque fille, et une chambre d'amis pour quand Léo viendra, ce qui, je l'espère, sera souvent. Le bail de Stéphane se terminait dans 2 mois. Il voulait déménager pour plus grand, maintenant que sa vie comptait 3 personnes de plus. Et si? Dit-il, hésitant. Et si on prenait une seule maison? Ensemble? Sandrine cessa de déballer. Les enfants sont déjà comme des frères et sœurs. On gère déjà tout comme un couple. On est presque tout le temps ensemble. Et si on arrêtait de faire semblant? Stéphane Fournier, tu es en train de me proposer d'emménager avec toi? Je propose qu'on emménage ensemble. En partenaires égaux. Une maison commune, des enfants communs. Pour de vrai. Sandrine posa son carton. Elle s'approcha de Stéphane et l'embrassa. Leur premier baiser. En 6 mois, ils n'avaient jamais franchi ce pas. Des mains tenues, des baisers sur le front, mais jamais ça. C'était un baiser doux, évident, comme une évidence. Oui, dit-elle en se reculant. Trouvons notre maison. Faisons-le pour de vrai. 8 mois après l'agression, Stéphane et Sandrine achetèrent une maison ensemble. Une grande maison familiale. 5 chambres, un grand jardin. Léo eut sa chambre. Les jumelles aussi, décorées à leur goût. Stéphane et Sandrine prirent la suite parentale. Valérie les aida à emménager, médusée. Quand j'ai organisé ce rendez-vous, je n'aurais jamais imaginé ça. Tu imaginais quoi? Demanda Sandrine. Que vous vous plairiez, que vous sortiriez ensemble. Que ça marcherait, peut-être. Mais ça, dit Valérie en désignant le joyeux désordre, c'est autre chose. C'est le chaos, admit Stéphane. C'est la vie, corrigea Valérie. Le premier soir, ils mangèrent des pizzas par terre, la table n'étant pas encore arrivée. Léo, Manon et Chloé exploraient la maison vide, leur rire résonnant dans les pièces. Ils sont heureux, constata Sandrine, appuyée contre Stéphane. Oui. J'ai toujours peur que quelque chose arrive, que tout s'écroule. Il arrivera des choses. C'est la vie. Mais on y fera face. Ensemble. Sandrine l'embrassa. Ensemble. J'aime ce mot. 1 an après l'agression, un soir de mai, Stéphane demanda Sandrine en mariage. Simplement, dans le jardin, avec les enfants. Il apprenait à Léo à faire du vélo, les jumelles cueillaient des fleurs, et Sandrine les regardait depuis la terrasse. Stéphane s'approcha, sortit une bague de sa poche. Je l'ai achetée il y a 3 mois. Je la gardais, j'attendais le moment parfait. Et j'ai compris qu'il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a que des moments vrais. Des moments comme celui-ci, où on est ensemble, heureux, chez nous. Alors, Sandrine Dubois, veux-tu m'épouser? Veux-tu me laisser passer le reste de ma vie à être là pour toi et pour ces filles incroyables? Sandrine pleurait. Oui, oui, bien sûr que oui. Les enfants applaudirent. Léo cria, ça veut dire que Manon et Chloé sont mes sœurs, maintenant? Si tu le veux, dit Stéphane. Je le veux, affirma Léo. Ils se marièrent 3 mois plus tard, dans leur jardin. Cérémonie intime. Manon et Chloé en demoiselles d'honneur. Léo en témoin, très solennel malgré ses 6 ans.